Mesdames et messieurs, nous sommes dans la deuxième semaine de campagne, la semaine qui nous rapproche de plus en plus de cette échéance du 8 janvier 2023. La confrontation sur le terrain continue, sur les plateaux également, et à l'occasion de ce duel, nous allons essayer de confronter les idées entre deux partis qui sont, qu'on le veuille ou pas, qui sont des acteurs prépondérants de cette campagne. Un parti de la mouvance présidentielle et un parti de l'opposition. Je vais commencer par Moïse Moncho, directeur national adjoint de la campagne du parti Les Démocrates. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, camarades. Je vais le présenter. Et bonjour au peuple béninois. Oui, vraiment bonjour au peuple béninois et du courage au peuple béninois. D'accord. Mesdames, concernant UP Le Renouveau, rapporteur du comité communal de campagne du 11e arrondissement. Là, on est à Cotonou. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et bonjour aux téléspectateurs. Bonjour, monsieur Moncho. Moncho. Voilà. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Une question toute simple qui nous mettons à la place des électeurs potentiels des Béninois, des citoyens béninois en âge de voter. Aller à l'Assemblée nationale, la 9e législature, je vais commencer par vous. Pourquoi y faire très exactement? Merci, monsieur le journaliste. Et la 9e législature, vous saviez, je vais commencer brièvement par définir le rôle d'un député, le rôle de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a trois principaux rôles. C'est légiférer, contrôler l'action du gouvernement et consentir à l'impôt. Et nous y allons. Le Parti des démocrates, dont je suis le directeur national adjoint de la campagne, nous y allons pour légiférer. Parce que depuis 7 ans, c'est la terreur qu'on sème à l'Assemblée nationale sur la 7e législature finissante. Et la nomination des députés de la 8e législature, on a constaté que des lois ont été votées nuitamment, aveuglément, à la chaîne. Et les mêmes députés viennent le lendemain demander à la Cour constitutionnelle de leur expliquer la loi qu'ils ont eux-mêmes votée. C'est honteux et c'est écœurant. La loi, le rôle de l'Assemblée nationale, c'est de voter des lois qu'elle comprend, de voter des lois qui vont dans l'intérêt du peuple béninois et non dans l'intérêt d'un individu et d'un clan. Nous y allons pour corriger ça. Nous y allons parce que c'est là le cœur de la démocratie, l'Assemblée nationale. Si nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale, comme c'est le cas aujourd'hui, soyez-en sûrs qu'en 2023, c'est les 7 ans passés qui vont continuer. Une gouvernance de la terreur, une gouvernance du mensonge, une gouvernance de la police. Il va falloir que ça s'arrête. Il faut un équilibre du pouvoir. Tout à l'heure, je vais vous expliquer notre offre politique concernant ce pourquoi nous allons. Et nous appelons les Béninois à voter massivement pour les démocrates pour qu'on puisse équilibrer le pouvoir. Voilà. Vous avez écouté. Merci, monsieur Xavier. Je voudrais d'abord commencer par, comme l'a fait monsieur Mocho, l'Assemblée a 3 rôles principaux. Voter les lois, contrôler l'action du gouvernement et consentir à l'impôt. La législature finissante a quand même joué bien ce rôle et nous autres, nous y allons pour continuer et bien ce qui a été fait jusqu'à présent. Donc si l'Union progressive Le Renouveau veut aller à l'Assemblée nationale, et bien entendu c'est pour continuer et tout en continuant corriger ce qui n'a pas marché. Nous sommes des hommes, nos députés sont des humains, on ne peut pas dire que tout ce qui est fait n'est pas fait. Nous allons continuer dans la même lancée, tout en écoutant le peuple et en apportant ce qu'on peut apporter en termes de correction. Vous vous retrouvez dans ce que les démocrates ont décrit Je ne voulais pas aller tout de suite sur ces propos, mais je voudrais quand même souligner que l'interprétation d'une loi est une compétence d'un juge. Ce n'est pas la première fois que un citoyen ou un député saisit un juge au fin d'avoir une interprétation d'une loi. Ce n'est pas seulement en matière électorale. Une fois que la loi est votée, le député n'est plus compétent pour l'interpréter. Si une loi contient des zones d'ombre, des ambiguïtés, il revient à un juge de l'expliquer. C'est ce que les députés ont fait. Tout en le faisant de respecter plutôt la procédure. Puisque le code électoral au charte des partis politiques sont des lois déjà votées, qui sont déjà en vigueur,
Et si, dans l'application de cette loi, il y a eu des malcompréhensions, il revient au juge compétent de dire comment il faut l'appliquer. C'est ce qui a été fait. Donc, ce n'est pas qu'ils ont voté une loi qu'ils n'ont pas compris. Non, c'est faux. En matière pénale, il arrive qu'on demande au juge d'interpréter une loi avant de l'appliquer. Donc, ce n'est pas pour la première fois que c'est arrivé. Il faut que les gens arrêtent de faire de l'amalgame sur ce sujet. Oui, monsieur, dans votre démarche pour la campagne, est-ce réellement une campagne pour les législatives ou réellement c'est la cible de votre machine, c'est la gouvernance talon dans son ensemble? Laissez-moi revenir d'abord sur la réponse de mon vis-à-vis, qui dit que ce n'est pas une première fois que des députés sont allés voir un juge pour leur demander de leur expliquer. Je n'ai pas dit interpréter, j'ai dit expliquer. C'est invraisemblable ce que vous dites. Il y a des commissions, il y a des spécialistes, que l'Assemblée nationale a un budget autonome qui peut consulter pour pouvoir lui permettre de voter une loi qui ne soit pas personnifiée, une loi qui soit dans l'intérêt général. Mais on n'utilise pas cet argent pour le faire. Parce qu'il y a les deux partis du président de la République sont les seuls représentés à l'Assemblée nationale. Il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de façon, comme on l'a vu sous les autres législatures, et l'appel de ces consultants, de ces spécialistes pour pouvoir expliquer aux élus la loi, les zones d'ombre, avant d'aller devant le juge. Le juge n'explique pas la loi. Le juge l'interprète. Donc là, c'est des explications que nos députés ont demandées. Donc c'était pour corriger d'abord ça. Maintenant, votre question, c'était de savoir si... Quand vous parlez de gouvernance, c'est la gouvernance talon qui est en ligne de mire, au-delà même de l'Assemblée nationale. Vous savez, nous, notre offre politique, ce n'est pas une affaire de gouvernance talon ou pas. Qu'est-ce que la gouvernance talon peut faire sans la loi? Sans les lois qui sont votées, elle ne peut rien. Mais lorsque vous mettez des gens dociles et corvéables, sans débat, que vous les envoyez à la charge des lois, on vote un code pénal de près de 1000 et quelques articles, on le vote en une journée dans ce pays, le Bénin. C'est invraisemblable ce que je vous explique là. Ça ne peut que se passer que dans une Assemblée nationale où tout le monde, permettez-moi le terme, répond, lève la main, oui, ou bien des fois on dort, on dit oui, c'est voté à l'unanimité. Aucune loi depuis cette gouvernance n'a été votée avec une seule abstention. Ça veut dire qu'elles sont tellement parfaites alors que le peuple en souffre. Non, notre politique, elle est simple. Nous allons à l'Assemblée nationale pour corriger. Pour équilibrer le pouvoir. Parce que déjà, le gouvernement a le pouvoir exécutif. Et vous savez très bien que si l'Assemblée nationale avait au moins ne serait-ce que 4 opposants, la Cour constitutionnelle devait avoir, l'Assemblée nationale envoie 4 personnes. Les deux tendances de l'Assemblée nationale. Mais là, le gouvernement envoie 3. Aujourd'hui, on a une Cour qui est composée de 7 membres issus des partis siamois du président de la République. Nous sommes non seulement dans un parlement de type nord-coréen, et maintenant nous avons une Cour constitutionnelle qui est là seulement pour approuver, et nous avons la HAC qui est là pour hacher. C'est la première fois que nous avons accès pratiquement à l'ORTB, parce que nous n'avons personne pour nous défendre. Est-ce que vous l'avez demandé? On le demande. C'est notre jardin. On le demande. On le demande. Et vous savez très bien, il y a des fois, même on vient sur vos télés, il y a certains trucs qui ne peuvent pas être dits. Oui. Bon, pas sur notre télé. Même à l'ORTB, on l'a dit. Oui. Donc, nous, notre rôle est simple. Il faudrait qu'on équilibre les pouvoirs. C'est ça le cœur même de la démocratie. Vous savez très bien que le pouvoir judiciaire, aujourd'hui, il y a une loi qui a été faite, votée par le gouvernement en place, où le président de la République, dans sa promesse de libérer la justice, au contraire, l'a mis sous coupole. La magistrature suprême aujourd'hui est complètement sous coupole. Vous parlez du Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature. Elle est sous coupole. C'est le président qui a envoyé tous les membres là-bas. Donc la justice aujourd'hui,
Sans une justice, qu'est-ce que vous voulez faire d'une démocratie? On assiste à un état de loi au lieu d'un état de droit. On assiste à un état où aujourd'hui, vous, journalistes, on a pénalisé votre travail. Combien de journalistes sont déjà allés en prison sous cette gouvernance? Ah non, je ne vous en parle pas, mais c'est quand même triste. Nous allons pour corriger ça. Nous allons pour aussi corriger un fait dont personne n'en parle. Lorsqu'on va faire des emprunts, des crédits au nom du pays, ce sont les représentants du peuple qui doivent l'approuver. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette gouvernance? C'est seulement le président de la République qui a le droit d'approuver le prêt. On ne connaît ni le montant, le peuple ne connaît ni les conditions d'emprunt. Et au finish, au bon vouloir du roi, il vient informer l'Assemblée nationale 3 mois après que oui, et par magie, j'ai contracté un crédit de 120 milliards au nom du Bénin. Sans débat. Vous trouvez ça normal? Bien malin celui qui peut nous dire la dette de l'État béninois à l'État actuel. Aucun. Il va répondre. Merci Xavier. Je voudrais d'abord demander à Xavier de ne pas jouer au jeu de mots. Nous sommes en train de parler de choses sérieuses et il ne faudrait pas qu'on embrouille les téléspectateurs. Ce qui s'est passé avec le code pénal, je voudrais lui rappeler que l'Assemblée nationale a saisi officiellement le juge constitutionnel. Ce n'est pas une explication, les gens ont demandé. Et ils ont demandé plutôt une interprétation d'une disposition qui se met de la confusion. Eux, ils ont une compréhension. À l'application, d'autres cas ont une compréhension. Et ils ont allé devant le juge pour demander laquelle des deux correspond, lequel des deux on peut choisir pour éviter qu'on ne parle de violation de la Constitution. Et bien, nous ne sommes pas dans une demande d'explication, mais plutôt une demande d'interprétation. Quand j'écoutais tout à l'heure mon vis-à-vis, je me demande si eux-mêmes ils comprennent ce qu'ils disent. Vous voyez, ils partent comme si le pays fonctionne comme une société privée, où Talon peut se lever tout seul et aller faire un prêt. De quel emprunt ils parlent? Tous les emprunts, depuis que Talon est là, ne se font plus comme avant. L'État béninois va toujours sur le marché financier dont les informations ne sont pas cachées. Toi, un simple citoyen, si tu maîtrises le marché financier, les emprunts de l'État béninois, tu peux avoir assez. Et je ne comprends pas quand nos amis d'en face font ce genre d'affirmations sans pouvoir apporter la moindre preuve. Vous voyez, ils sont toujours dans la diversion comme ils en ont l'habitude. Mais à l'UP Le Renouveau, nous sommes dans le concret. Nous avons un programme que nous sommes en train de développer depuis notre naissance. Et nous pensons continuer à développer ce programme qui n'est rien d'autre que d'accompagner, bien entendu, le développement enclenché pour notre pays depuis 2016. Justement, quelle est la spécificité de cette offre politique de l'UP Le Renouveau? Justement, comme vous le constatez, à l'UP Le Renouveau, notre centre d'intérêt, c'est le bien-être social. On parle du progrès. Quand on parle de progrès, le premier aspect, c'est d'abord le progrès social. Vous avez l'augmentation des salaires. L'UP a joué sa partition pour que cela soit effectif, cette augmentation que vous avez constatée. Et ça, c'est du social. C'est du progrès social aussi. Vous avez vu, nous voulons aller à une élection où nous voulons choisir nos représentants. Je me demande, et comme je dis souvent, je demande au peuple béninois de comprendre les enjeux de ces élections-là. Tu veux que quelqu'un te représente et défende tes intérêts chez quelqu'un. Est-ce que tu peux envoyer des gens qui n'ont pas la manière de demander? C'est vrai, ils sont des Béninois. Mais le pouvoir exécutif a un programme. Et il revient aux députés, de par leur action, de demander au chef de l'État, nous voulons ci pour le peuple. Si vous envoyez des gens qui n'ont pas la manière, qui ne peuvent pas demander comme cela se doit pour l'avoir, comment le peuple peut estimer qu'en envoyant cela à l'Assemblée, eh bien, quand je les entends dire qu'ils vont corriger, ils vont construire des écoles, ils vont construire des... Ça me fait rire. Ce ne sont pas les députés qui déroulent le programme d'action du gouvernement. C'est le gouvernement qui le fait. Le député est là plutôt pour porter la voix du peuple et faire des doléances.
demander au pouvoir exécutif de modifier, si possible, son programme d'action du gouvernement pour se conformer à la réalité sociale. Et pour que cela soit possible, eh bien, il faudrait que nous ayons d'abord des députés qui savent qu'est-ce qu'on met dans le progrès social. Vous voyez, quand moi j'entends les démocrates, ils ne sont que là pour détruire. D'ailleurs, regardez le logo. Quelqu'un qui sort à feu. Vous savez, le feu, ce que ça fait? Le feu, c'est pour brûler. Ça ne fait rien de bon. Regardez le logo. Le logo parle déjà. Partout je parle, je dis toujours aux gens. Chaque chose, nous sommes en train de voir, c'est du symbole. Quand une femme prépare et sort un fardeau à feu de son foyer, qu'est-ce qu'elle peut faire de bon? Rien de bon. Et donc, j'invite le peuple béninois à se consacrer sur l'essentiel, que ces gens ne viennent pas les distraire. Le logo, c'est pour brûler. Permettez-moi de remontrer le logo aux Béninois, voter massivement sur le logo. Ce n'est pas une flamme, c'est une lumière. On l'appelle la lumière éternelle. Elle éclaire, vous êtes dans l'obscurité. On va vous éclairer. Bon, pour le moment, voilà le rôle de ce logo. Elle est éternelle, elle ne pourra pas s'éteindre. Parce que lorsque vous stigmatisez une femme en disant que quand elle prend une flamme, un fagot du feu, qu'est-ce qu'elle peut faire de bon? Au moins, elle a préparé pour que vous puissiez manger. Je serai à la place de votre femme, je crois que je vais mettre l'eau sur le feu tous les jours, sans feu, de peur que je ne fasse quelque chose de mal, parce que c'est stigmatisant. Le feu, c'est la vie. Sans le feu, l'espèce humaine ne serait plus sur cette terre. Donc, ce logo, c'est la flamme éternelle. Elle est tenue par des humains pour éclairer ce Bénin que depuis 7 ans est dans l'obscurité. Je vais aller un peu sur ce qu'il a dit. Il dit que depuis que l'actuelle gouvernance est arrivée, on ne fait plus les emprunts comme avant. Évidemment qu'on ne fait plus les emprunts comme avant. C'est dans une opacité totale. Dites-moi, à quel taux on va sur le marché financier? Je suis du marché financier. À quel taux? C'est gardé secret, c'est dans le coffre de UP ou bien c'est dans le coffre de BR. Parce qu'eux seuls le savent, j'en doute fort qu'ils le savent, au taux où on va faire les emprunts. La seconde chose, lorsque vous dites qu'ils sont allés demander d'interpréter les lois, vous avez oublié, en pleine municipale, ils étaient incapables d'appliquer les lois qu'ils ont eux-mêmes votées. C'est quand même absurde. Et il a fallu que le gouvernement intervienne, qu'on fasse une loi modificative, interprétative. En plein match, nos godillots n'ont pas pu se dire c'est pas possible. Ils violent toutes les règles nationales et internationales. Les lois qui se sont votées, ils ne peuvent pas l'appliquer. C'est quand même triste de soutenir ça. Pourtant, c'est des éminences grises qui sont chez vous également. Non, il va falloir que ça s'arrête. Je vous l'explique tout simplement. Pas de fait majeur. L'Assemblée nationale, les députés qu'on veut envoyer, ils sont là pour l'intérêt du peuple. On ne va pas demander au président de la République. Pouvoir législatif est un pouvoir. En démocratie, il faut que le pouvoir puisse arrêter le pouvoir. À vous entendre, vous voulez envoyer des députés quémandeurs. On nous a traités de mendiants, on accepte. Mais là, vous voulez envoyer des élus qui vont quémander. Demander au président de la République, pardon, Djaléon, mais c'est triste. C'est avec notre argent. Le président de la République est notre employé. C'est nous qui l'employons. On n'a rien à lui demander. Il doit appliquer la loi. On doit voter des lois justes, des lois non personnelles, des lois qui ne mettent pas en exil tous ses compatriotes pour participer au développement, des lois qui ne tuent pas. D'accord? Des lois qui ne sont pas là pour donner le monopole à un individu et à son clan. Combien de Béninois peuvent vous dire, selon les dérogations concernant
les lois de finances, où on dit ceux qui vont acheter des véhicules neufs sont exonérés d'impôts, de douane. Combien de Béninois en ont bénéficié? Est-ce que l'Assemblée nationale peut nous faire un bilan de cette dérogation législative qu'ils ont eu à prendre sur la loi des finances? Zéro. Ils ne peuvent pas. Bien malin celui qui veut vous dire qui c'est. Mais on sait qui a acheté des camions neufs dans ce pays. Donc, il va falloir corriger ça. Le Bénin, ce n'est pas une société privée, vous l'aviez dit, je reviens sur le thème. Mais le Bénin aujourd'hui, c'est une société privée. C'est une succursale de Sodeco ou du groupe Talon. Il faudrait que ça s'arrête. Notre action, elle est assez simple, elle est assez claire. Notre offre politique, c'est une offre qui consiste à arrêter tout ça. Nous allons faire une loi d'amnistie. Vous êtes à l'Assemblée nationale, vous criez partout au Bénin que si on vous donne la chance d'être encore à l'Assemblée nationale, vous allez faire une loi d'amnistie pour libérer les prisonniers politiques. Mais vous êtes ridicule. Vous venez de faire 4 ans. Les gens sont en prison depuis bientôt 1 an et demi. Vous n'avez même d'autres 2 ans, 3 ans. Vous n'avez pas fait une loi pour les amnistier. Mais c'est maintenant que vous trouvez qu'il faut faire une loi pour les amnistier. D'accord? Vous parlez du bien-être social. Excusez-moi, de quel bien-être social parlez-vous? Qu'on a augmenté le SMIC n'a pas été augmenté, c'est des sursalaires. Vous savez ce que ça veut dire? C'est des fonds Covid qui sont là depuis près de 3 ans que tous les pays ont déjà eu à donner à leurs compatriotes. Vous l'aviez bloqué, mais parce que vous deviez aller aux États-Unis, aller quémander, vous vous levez, vous dites oui, on va les donner ça pour faire un sursalaire, ça peut s'arrêter à tout moment. Vous le saviez au moins? Ça, vous ne le saviez pas, je vous l'apprends. Allez-vous bien travailler avec vos responsables et leur demander ce que c'est qu'un sursalaire. Et après, vous revenez, on va refaire le débat. Je vais finir en vous disant ceci. Monsieur Médard, nous n'envoyons pas des quémandeurs à l'Assemblée nationale. Nous envoyons des patriotes. Des gens qui font le même marché que tous les paysans de ce monde. Des gens qui se lèvent les matins et vont trimer pour gagner leur vie. Des enseignants qu'on a rendus esclaves avec l'aspirana. Des médecins qu'on enferme, qu'on emprisonne parce qu'il y a eu un défaut de coupure de courant d'électricité au CNHU et dans des hôpitaux. Mais le responsable premier, le ministre de tutelle, n'est pas sanctionné. C'est de ces gens que nous envoyons à l'Assemblée nationale. Nous envoyons des Béninois. Des Béninois qui ne sont pas là pour penser à leur ventre et voter béni, oui, oui, des lois qui vont dans le sens d'un camp. Des lois qui mettent la cohésion nationale en danger. C'est alarmant qu'à l'approche des élections, ceux qui ont l'arme, les finances, c'est-à-dire notre trésor public, la police, se lèvent et parlent de la paix. Nous, nous allons pour la paix. Nous ramenons cette lumière de la paix. Quand vous parlez de flamme, vous êtes un fan des Jeux Olympiques, vous regardez la télé. Donc la flamme des Jeux Olympiques, quand elle arrive là, c'est pour brûler la ville où elle vient. Quand même. Il va répondre. Merci, cher Xavier. Je voudrais d'abord commencer par, quand je veux dire, il faut envoyer des gens qui savent négocier. Je n'ai pas dit commander, mais j'ai dit demander. Je pense que vous n'avez pas compris la logique de mon développement. Un gouvernement a un programme qui veut exécuter. Le député peut formuler des demandes en fonction des besoins de sa base pour que des éléments qui n'étaient pas pris en compte dans ce programme puissent être intégrés. Ça, c'est une demande. Vous voyez, quand les gens pensent qu'ils sont trop puissants, ils ne vont rien demander, il ne faut rien de bon. Il est trop dangereux d'être très sûr de soi-même. Et il vient de dire, il va parler que les gens votaient des lois qui n'ont pas pu appliquer. Je voudrais lui rappeler que toutes les lois dont parlent les démocrates aujourd'hui ont été votées sous la 7e législature et non la 8e. Et le président était vice-président de l'Assemblée nationale à ce moment-là. Il part comme si ces lois sont des lois votées par les députés sortants. Or, ce sont des lois qui ont été votées par la 7e législature. Une législature dont le président des démocrates était vice-président de l'Assemblée nationale. Et parmi eux, il y a encore beaucoup de députés qui étaient en exercice quand votaient cette loi, qui sont aujourd'hui des démocrates. Et donc, je ne comprends pas qu'ils puissent chercher à coller, c'est-à-dire tout ce qui peut être interprété comme ambiguïté de cette loi-là à la législature suivante. Deuxième remarque. Quand vous avez parlé de... Il faut envoyer
des députés qui ne sont pas des Godilo et autres. Le contour de l'action gouvernementale dont on parle ne consiste pas à faire forcément un débat à l'Assemblée. Il y a plusieurs moyens pour contrôler l'action gouvernementale. Il y a des questions écrites, sans débat. Le Parlement peut saisir le gouvernement sur des questions données et le gouvernement est tenu de répondre. Est-ce que le fait qu'il n'y a pas de débat à tout moment à l'Assemblée voudra dire que le Parlement sortant ne contrôle pas l'action gouvernementale? C'est faux. Mon vis-à-vis parlait tout à l'heure de salaire et ça m'a fait rire. Ça m'a rappelé mon passage ici l'autre fois sur l'augmentation des salaires où les gens parlent en méconnaissance de toutes les règles de la République. Quand tu es un travailleur et qu'on te fait une augmentation de salaire, il y a ce que la loi appelle un avenant. Celui qui t'emploie prend un avenant qui fait partie désormais de ton contrat pour signaler cette augmentation-là. Parce que dans le contrat, il y a déjà le contrat le salaire qui est défini. Mais cet avenant vient dire qu'à partir de tel moment, ton salaire passe de tel montant à tel montant. Et cet avenant est aggravé à ton contrat. Donc, on ne doit pas faire croire aux gens que l'augmentation qu'ils ont observée, c'est une augmentation qui peut disparaître du jour au lendemain. Ça, c'est du... Qu'est-ce que je vais dire? C'est chercher à faire passer le faux pour du vrai. Et comme je vous l'avais dit, à l'UP le renouveau, nous sommes dans le concret. Nous ne sommes pas dans le bavardage inutile. Et j'ai déjà démontré ici sur cette même chaîne quelle a été la participation des députés de l'UP pour qu'on assiste à cette augmentation de salaire. Pour finir, sur l'intervention de mon vis-à-vis, quand je parlais de la flamme ou du feu qu'ils ont gardé, mais le feu se retrouve dans le foyer pour servir à préparer. Et j'ai dit, quand on sort ce feu avec du fagot et qu'on le met comme ils l'ont mis là, eh bien, c'est pour brûler. Et personne ne peut brûler ce pays. Lui peut le renouveau. Comme il vient de le souligner, nous prenons la paix. Ce sont eux qui, tout le temps, refusent de participer aux élections. Et voilà, vous savez tout ce qui est en suit. Et pour finir, je voulais lui rappeler que si on a assisté aujourd'hui à ce que la HAC, la Cour constitutionnelle ou autre soit composée, rien que des personnes issues de l'UP ou du Bloc républicain, c'est de leur faute. Puisqu'ils ne s'étaient pas organisés pour aller aux élections, et on ne peut pas, parce qu'un groupuscule n'a pas pu s'organiser pour participer à une élection, ne pas aller aux élections pour que tout le pays soit bloqué. Eux, ils avaient d'autres idées derrière la tête. Comme ils sont toujours dans leur logique, brûler le pays. Et nous, on a dit non, ça ne se passera pas. Et donc, si les gens ne sont pas organisés pour participer à une élection, et qu'à l'issue de cette élection, ce sont ces deux partis qui n'ont pu avoir de députés, eh bien, qui souffrent que les institutions composant des députés soient composées des députés issus de cette formation politique. Et ils ne peuvent que s'en veulent parce que c'est de leur faute si aujourd'hui on a un coup constitutionnel qui est composé rien que des députés de l'UPBR, la HAC ou les autres institutions de la République. Tiens, M. Moïse Mocho, cette législature est celle qui précède les élections générales de 2026. Donc il y a un enjeu. L'enjeu, c'est l'enjeu des parrainages, parce que la 9e législature à cet égard sera décisive par rapport aux élections générales de 2026. Quelle est votre appréhension de cet enjeu particulier? Est-ce que ça fait partie intégrante de votre offre politique? Qu'est-ce que vous dites aux populations sur le terrain? Merci, monsieur le journaliste. Et, je reviendrai sur votre question. Mais laissez-moi éclairer encore une fois mon vis-à-vis avec notre flamme, la lumière éternelle, que les Béninois vont voter massivement. Vous avez voté des lois, n'est-ce pas? Pourquoi votre président, aujourd'hui, parle des 10% qu'il faut revoir ça? Vous pouvez répondre? Si elle était tellement bonne, ces 10%-là, de quoi a-t-il peur? Pourquoi?
on fait des lois qui esclavagisent la jeunesse. La loi sur l'embauche, que le président va défendre dans des pays de grande démocratie, qu'on a créé une loi où quand on te licencie, tu n'as que 6 mois ou bien 9 mois. Des CDD à perte, à vie. Des gens aujourd'hui ne peuvent plus faire de crédit à cause de cette loi. Vous n'êtes pas là pour le bien-être de la population, vous êtes là pour vos intérêts. Et vous le saviez. Je vais venir encore sur la 7e législature dont vous avez eu à parler, dont le président Eri Ondete était le vice-président de l'Assemblée nationale. Je prends à témoin le peuple béninois pour qu'il réponde, parce qu'ils vont vous répondre, le peuple béninois, le 8 janvier 2023. Dans exactement 5 jours, le peuple béninois va vous répondre, mais massivement. Vous pouviez tricher. On a vu comment votre usine d'imprimerie de Gutenberg cachetait. Il y a eu une enquête parlementaire par rapport à ça? Ah non, elle ne sert à rien, l'Assemblée nationale de la 8e législature. La 8e législature a été une gangrène dans la démocratie du Bénin. Et nous, en envoyant à l'Assemblée nationale nos députés, nous voulons restaurer cette démocratie. Pour restaurer cette démocratie, mon cher ami, il faut une assemblée équilibrée. Il faut une justice qui soit rendue au nom du peuple et non à charge. Il faut que tous les enfants du Bénin recouvrent leur liberté, que les journalistes puissent exprimer leurs enquêtes, puissent faire leur travail librement sans avoir une épée de Damoclès sur la tête qui les criminalise. La loi sur le numérique, mon ami parfait Aoyo du PRD, il vous dira... De l'UP le renouveau. Ah bon, on l'appelle comment dire le parti là? L'UP le renouveau. Bon, j'espère. Le PRD. Bon, il n'y a plus de PRD. Oui, bon, parce que les 10% les ont eu. Merci. Il vous dira, justement, on a mis en application, sur un pavé d'à peu près 450 pages, un seul décret d'application, alors qu'il en fallait des centaines, sur la loi sur le numérique. Le seul décret, c'est la terreur, criminaliser le peuple béninois. Voilà des lois que vous avez eu à voter. La 7e législature a voté toujours ces lois-là, en s'abstenant ou en votant non. Parce qu'ils sont minoritaires, ils n'étaient que 15, si je ne me trompe pas. Une loi est votée à la minorité simple, même pas qualifiée. La majorité simple, elle est votée. Donc, il faut corriger ça. Nous voulons équilibrer, nous voulons la paix dans ce pays-là. Nous voulons plus des lois où ça envoie tout le monde en exil et ça permet de tuer. Les tueries du 1er et 2 mai, les assassinats que votre collègue Vigile Avancé a eu à dénoncer, il y a eu une enquête parlementaire, il y a eu des questions écrites au gouvernement pour savoir si ce qui se passe réellement. Mais non, vous ne pouvez pas répondre par oui. Si vous répondez par oui, c'est-à-dire que nous ne vivons pas dans le même pays, nous ne vivons pas sur la même planète. Vous êtes d'une planète autre que la nôtre. La 9e législature, mes chers compatriotes, cette 9e législature, c'est la législature de transition pour les élections présidentielles de 2026. Les élections générales d'ailleurs, en 2026. Oui, nous avons des appréhensions. Parce qu'on a vu un président de la République qui a dit « je ne ferai de mon mandat unique ». C'est devenu mon 2e mandat unique. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à quoi? Mon 3e mandat unique de 7 ans? Donc oui, on a cette appréhension qu'on doit pouvoir contrôler et arrêter. Et ce n'est pas facile non plus. C'est pour ça que nous demandons la majorité au peuple béninois. Pour arrêter ça. Le Bénin n'est pas Talon SA. Le Bénin n'est pas UPR-BR SA. Le Bénin est à nous tous. Et chaque Béninois doit pouvoir trouver son compte dans cette République.
les lois des finances qui ont été votées, mais c'est une pléthore de tasses. Vous savez, j'ai dit que l'Assemblée nationale consent l'impôt. Mais pensez-vous qu'on a averti l'Assemblée nationale lorsqu'on a augmenté les prix des péages? Pas du tout. Ce n'était pas dans la loi fiscale. C'est un décret qu'ils ont pris pour pouvoir augmenter les frais des péages. Non, vous ne nous apprenez rien, chers amis. Nous connaissons le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Nous sommes allés à l'école. D'accord? Tous ceux qui sont là, que nous voulons envoyer à l'Assemblée nationale, savent lire et écrire. Nous avons prévu que chaque loi qui doit être votée, ça doit venir de l'aspiration profonde de nos mandants. C'est ça le plus important. Ce n'est pas se lever, le gouvernement envoie une loi, et c'est fini. On vote les yeux fermés, on lève la main, et c'est bon, on a ce perdu, on rentre à la maison, sans débat. Une Assemblée nationale, c'est un débat. C'est une zone de débat, de contradiction. C'est ça une Assemblée nationale. On est dans le dernier tiers de ce débat. Il nous reste exactement 23 minutes. Donc, on va l'exploiter à dessein. Allez-y. Merci Xavier. J'ai l'impression que quand je parlais tout à l'heure, mon vis-à-vis n'a pas pris le temps de bien m'écouter. Parce qu'il a parlé de 10%. Moi, j'ai déjà fini avec les lois dont il parlait. Je lui ai déjà expliqué que ces lois ont été votées par à certaines législatures, non, les députés sortants. Modifiées par et la ces huitième. 10% faisaient partie des dispositions que vous notez, vice-président de l'Assemblée nationale. Quand il parlait du fonctionnement de l'Assemblée nationale, il parle tout comme si la loi, quand ça vient à l'Assemblée, c'est venu directement à la plénière. Les minorités n'étaient pas membres des commissions qui travaillaient. Il y a des commissions qui travaillent avant de faire un rapport, et c'est à ce moment-là que le dossier est présenté. Et le débat en plénière doit avoir lieu. Si eux, comme ils le disent là, c'est la minorité qui étaient membres quand même de ces commissions qui ont travaillé, qui ont présenté un rapport, ne voulaient pas que cette loi passe, je pense que ça n'allait pas être le cas. Deuxième chose, il a parlé de la loi sur l'embauche. On a expliqué plusieurs fois déjà les avantages que cette loi a apportés. Peut-être qu'il n'est pas patron d'une entreprise, sinon il doit comprendre la logique qui ont poussé à adopter ce test. Qu'est-ce qui se passe? Quand nous prenons l'ancien test, quand tu as un contrat à durée déterminée, il y a un certain nombre de fois limité de renouvellement. Donc, un employé, une société recrute un jeune. Il fait 2 ans, il le renouvelle une fois, il finit, il est obligé de le renvoyer. De le renvoyer parce que quand il va renouveler une 3e fois, son contrat deviendrait un contrat à durée indéterminée. Et donc, pour éviter de tomber dans le contrat à durée indéterminée, après 2 renouvellements, il se sépare de ces jeux-là. Mais cette loi permet à cette société de renouveler 2 fois, plus de 20 fois. Si elle le désire, si celui qui l'emploie est toujours compétitif. Mais en quoi cette loi est un crime? Je ne comprends pas. La loi qui donne la possibilité de garder un jeune qu'on a recruté pendant plus de 20 ans, sans se soucier de « je vais tomber dans un vide juridique qui peut me rattraper », et la loi, l'ancienne loi, qui disait qu'il faut renouveler le contrat 2 fois, et si tu ne veux pas recruter la personne permanemment, tu dois le renvoyer. Qu'est-ce qui arrange mieux les jeunes que nous sommes? Et l'UP, le renouveau, comme je vous l'ai dit, le bien-être social, c'est le socle de notre programme d'action. Eh bien, garantir l'emploi, l'employabilité des jeunes dans des sociétés privées, eh bien, ça dépend. C'était une disposition phare qu'il fallait pour permettre à ces sociétés de recruter ces jeunes en toute tranquillité, en toute sécurité. Aujourd'hui, au Bénin, tu peux ne pas être dans un contrat à durée déterminée et travailler pour une société pendant 20 ans. Si tu ne commets pas de faute professionnelle, ou tu ne deviens pas incompétent, ou tu n'es pas compétitif pour que ton patron ne se sépare de toi, il n'y a plus d'obstacle qui l'empêche de te renouveler le nombre de fois qu'il aurait souhaité. Et c'est ce que le gouvernement a fait. Mais on dirait que nos vis-à-vis n'arrivent pas à saisir le bien fondé de cette loi. Quand il parle de cette loi, surtout la loi sur l'embauche,
il ne faut que faire la publicité de ceux qui ont voté cette loi-là. Puisque ça nous permet à nous autres de réexpliquer le contenu de cette loi-là. Et donc, quand il parle de... on peut te renvoyer et te donner 9 mois de salaire. Vous savez ce qui se passait? Le type te renouvelle le contrat 2 fois. Il refuse de renouveler une 3e fois. Tu ne peux rien faire. Puisqu'il n'a pas violé les tests. Tu rentres chez toi. Ou tu es dans un contrat à durée déterminée. Le type, le contrat n'est pas venu à terme, mais il te suspend. Tu le convoques. Regardez, vous allez commencer par faire le tour du tribunal. Vous allez finir la procédure. Et au finish, la décision du juge ne doit pas se séparer complètement de qu'est-ce que tu faisais, combien tu gagnais. Le juge est là pour appliquer la loi. Le juge ne vend pas. Et alors, cette loi a garanti donc que pour des cas de licenciement, au moins, on puisse payer 9 mois de salaire à celui qui est licencié. C'est pas mieux que l'ancienne loi qui a laissé le champ libre. Si un juge te condamne ton patron à te payer un montant qui est inférieur à 9 mois, qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu subis. Mais aujourd'hui, le juge ne peut pas condamner un employé qui est licencié, bien entendu, un licenciement abusif, puisque le code a déjà fixé quelle est la limite que le juge doit respecter. Donc moi, je ne vois pas en quoi cette loi constitue un regret, et, comme nos vis-à-vis le dit très souvent. Et pour finir, mon cher ami, les démocrates faisaient tout à l'heure allusion aux différents moyens qu'utilise le Parlement. Et au début de cette émission, j'avais déjà souligné que le débat au Parlement, à l'Assemblée, n'est pas le seul moyen de contrôle de l'action gouvernementale. Ce n'est pas le seul moyen. Quand il parle de commission d'enquête, quand le Parlement met sur pied une commission d'enquête, tant que la commission n'a pas fini de faire ses enquêtes, comment il veut qu'on présente un rapport? Vous envoyez des gens en mission, les gens n'ont pas fini, ils ne vous ont pas rendu compte, vous avez commencé par déjà parler de... On a mis en place sur telle commission. Non, on ne peut pas placer la charrue avant les bœufs. Donc je vais inviter le peuple béninois. Et bien entendu, si jusqu'à l'heure où nous parlons, ils n'ont pas compris que la 8e législature finissante, a été, bien entendu, pour bien gérer un pays, le pouvoir exécutif a besoin de pouvoir législatif, et c'est grâce à ceux-là que le progrès social, le projet H, c'est une loi qui serait bientôt généralisée. Et vous voyez, tout ce qu'il y a de bien, toi qui n'as pas les moyens, tu peux aller te faire soigner à l'hôpital si tu détenais la carte à vie. Et ça, c'est une loi. Et c'est avec l'accompagnement de ces députés que le président, même s'il avait la volonté, ces députés pouvaient ne pas lui permettre d'avancer. Vous voyez, et mon fils avait parlé de péage. Je voudrais lui rappeler que quand on parle d'impôts et taxes, il y en a de plusieurs catégories. Et que les frais que nous payons au péage ont un rôle donné et de par leur rôle dans les pays développés. Normalement, c'est 2 ans que ces taxes commettent une augmentation. Parce que ce sont ces taxes qui vont servir à reprofiler la voie. Mais si on paye 100 francs et qu'on constate que depuis 3 ans, la voie aura besoin de 2 milliards et que ces taxes que nous percevons ne suffisent pas pour reprendre la voie, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est ce qui a été fait. C'est parce que les gens ne savent pas ces péages vont servir à faire quoi? Ça ne va pas dans la poche du gouvernement. Ça va servir à réhabiliter, et bien entendu, ces réseaux routiers. Eh bien, je voudrais rappeler encore à mon vis-à-vis que la fixation des frais que nous payons au niveau des postes de péage n'a pas été faite par une loi. Il n'a pas de décret. C'est tout comme si, vous parlez tout comme si le chef de l'État est quelqu'un qui ne maîtrise pas la hiérarchie des normes. Comment il peut par un décret modifier une loi? Ce n'est pas possible. Si par un décret, on avait fixé les taxes qu'il faut payer, ou les frais qu'il faut payer au niveau des postes de péage, pourquoi ça vous dérange qu'un décret vienne faire une augmentation? Moi, je ne comprends pas. Et donc, il n'a qu'à nous dire, non,
les prix qu'on payait ont été fixés par une loi. Le chef d'État, par décret, a fait une augmentation. Et je vais comprendre, il ne peut pas dire ça. Et je voudrais, pour finir, demander à nos vis-à-vis de faire une promesse au peuple béninois. Il va regarder dans le micro et caméra. Non, ça c'est moi qui... Une promesse de 2 minutes. Oui, allez-y. Vous avez dit qu'on a voté des lois criminelles qu'il faille corriger. Dites-moi, promettez au peuple béninois que quand vous serez à l'Assemblée, vous allez donner le droit de grève aux travailleurs. Faites cette promesse. Si vous pensez vraiment que toutes ces lois votées par ces députés sont mauvaises, je vous dis de regarder dans la caméra et de promettre aux fonctionnaires béninois que dès que vous serez à l'Assemblée, vous allez leur remettre le droit de grève. Allez-y. Merci, monsieur Xavier. Il nous reste exactement 14 minutes. Allez-y. Merci, monsieur Xavier. Je crois que mon vis-à-vis est dans le faux et dans l'archi-faux. Une loi de finances annonce les tasses. Le président prend des décrets pour l'application. Vous ne connaissez pas la procédure. C'est sûrement ça. L'augmentation des péages, la loi des finances qui a précédé, ne l'a pas annoncé. Vous pouvez aller la chercher, on va se revoir ici, on va refaire le débat. C'est simple, hein? Apparemment, vous ne comprenez pas ce que vous dites. Vous êtes là à vouloir faire du populisme, vous êtes là pour le peuple, mais le peuple court sur une dictature depuis 7 ans. Qui la tue, qui la femme, qui la fout en exil et en prison. Voilà ce que cette 7e législature a eu à faire. Et j'irai plus loin. Aujourd'hui, voilà un pays où le gouvernement décide de mettre une taxe sur le soja à des paysans à qui on n'a donné ni intrants, ni engrais. Ils font leur culture, on leur met une tasse. On fixe le prix, on les met en plus une tasse. C'est cet état-là que vous voulez continuer? Non, on ne veut pas continuer ça. Je suis assez déçu. Parce que nous vivons dans un pays où le mensonge est la gouvernance. Notre vis-à-vis, apparemment, est dans ce mensonge permanent. Le président de la République en est conscient. Le président de ton parti en est conscient. Nous sommes le seul pays au monde où, en tant que ministre de la Justice, on fait une loi qu'on a votée nuitamment, à l'aveuglette, et on court, bim, à la Cour constitutionnelle pour valider la loi. C'est normal selon vous. Nous voulons arrêter ça. Vous savez, j'ai dit qu'on va corriger ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Quand on parle de correction, il s'agit la plupart du temps d'amélioration, pas d'empiration. On va améliorer. C'est ça la correction. Certaines lois sont utiles, mais elles sont insuffisantes. Elles pêchent par le caractère personnifié qu'on a donné à ces lois. Il faut corriger ça. C'est important dans une démocratie que le pouvoir arrête le pouvoir. Vous avez déjà vu un juge au Bénin dire durant un procès que cette loi, elle est inapplicable et que pour ça, elle est inapplicable ou elle est injuste. Je ne peux l'appliquer. Ça n'existe pas parce qu'ils sont aux ordres. Vous me demandez de faire une promesse au peuple béninois. Nous avons tous déploré les grèves intempestives. Mais vous êtes l'initiateur de ces grèves. Vous oubliez la télécommande de Paris? Tous les habillés en rouge, là, en maillot qui marchaient les mercredis, ils sont tous au gouvernement. C'est eux qui instrumentalisaient la population, les syndicats. Donc c'est eux qui ont créé ça, ces grèves. Le droit de grève a toujours existé au Bénin et partout au monde. Mais on ne l'a jamais usé.
de 2012 à 2013, autant à 2016. C'est le président de la République qui payait pour qu'on le fasse. Les preuves sont là, il l'a même dit lui-même. C'est pas moi qui l'invente, il l'a dit. Les syndicats, ils instrumentalisent la justice, les hôpitaux. Vous savez, on payait même des gens à la SBE pour qu'on n'aille pas verser du gasoil dans les groupes électrogènes. Vous n'êtes pas au courant de ça? Vous êtes sur quelle planète? Vous êtes au Bénin? Nous avons vécu la même chose. Ce n'est pas une affaire d'opposition, c'est une affaire de bon sens, cher ami. Vous êtes le cerveau, vous êtes l'âme des grèves intempestives au Bénin de 2013 jusqu'à 2016. Maintenant que vous reveniez et que vous trouvez que, il faut les retirer le droit de grève. Vous n'êtes pas le premier à retirer le droit de grève. Hein. On ne retire pas un droit, c'est un droit. Tous les tests internationaux réclament ça. Lorsque vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de manifester. On ne va pas manifester, on va vous mettre en prison, vous tirez dessus, vous tuez. Et on saisit vos corps pour déclarer après que vous êtes mort du palu. Je ne savais pas que les balles au Bénin avaient un virus paludique ou bien un microbe du palu. C'est quand même rigolo ce que vous racontez. C'est vous qui avez mis en place les grèves. Vous êtes venu corriger, ramener le truc à la normale. Ça se passe bien, il n'y a plus de morts aujourd'hui dans les hôpitaux. Cher ami, il n'y a pas moins de 2 mois, il y a eu un groupe qui a sauté. Hein. Il y a eu combien de morts? J'étais moi-même à l'OCOSA rencontrer des enseignants, des techniques qui étaient en grève. Ils étaient allés pour une formation. Ils sont venus pour faire la formation, le test du diplôme supérieur. Ils sont arrivés, on leur dit qu'ils feront le test du diplôme inférieur. Votre parti ne s'en est pas saisi. Ils se sont mis en grève. Ils ont fait tout, des conférences de presse, ils ont appelé leur ministre. Personne n'est allé le voir. Je suis déplacé, je les ai écoutés. Ils refusent d'être vos esclaves. L'éducation, les enseignants, c'est un métier noble. La médecine, c'est un métier noble. Ils sauvent des vies. Ce sont les enseignants qui forment tous ces hauts cadres qu'on voit aujourd'hui qui se disent politiques. Voilà. Monsieur Ne les incriminez pas. Voilà. Vous pouvez conclure. Allez-y, vous pouvez conclure puisque vous avez commencé, il va finir. Mais donc, dites votre conclusion. Je demanderai à mes chers compatriotes, si vous voulez arrêter la dictature, votez les démocrates. Si vous voulez arrêter qu'on vous flanque des tasses à longueur de journée, votez les démocrates. Si vous voulez qu'on continue à réviser votre constitution nuitamment, votez les démocrates. Chers amis, chères populations, chers compatriotes, le 8 janvier, c'est votre jour. C'est votre jour de la victoire. Vous allez voter, ils ne pourront rien faire. C'est votre droit. Sortez massivement voter les démocrates. Merci. Merci, Moïse Monchon. Allez-y. Merci, Xavier. Allez-y. Je voudrais d'abord répondre rapidement à mon vis-à-vis. Quand il parle de le gouvernement a affamé le peuple, moi je pose souvent une question. Est-ce que quelqu'un est allé travailler et il n'a pas été payé? Je me demande ça. Est-ce qu'il y a une entreprise qui a exécuté un marché qui n'a pas été payé? Je me demande ça. Ils veulent toujours que nous dilapidons les ressources de la République comme ils en ont l'habitude. On les a vus à l'exercice. Nous savons comment ils fonctionnent. Et nous, on a dit, nous ne pouvons pas fonctionner comme ça. Donc, parce qu'on a refusé que l'argent du peuple soit dilapidé pour des besoins personnels, on estime qu'on affame le peuple. Chez nous, l'argent construit désormais les routes que vous voyez. C'est ça ce que l'argent fait. L'argent construit désormais les marchés que vous voyez. Depuis que nous sommes venus, vous avez vu déjà un marché de cette catégorie-là. Et vous voyez combien d'arrondissements en ont bénéficié? C'est l'argent du peuple. C'est là que ça va. Ça ne va plus dans les poches des individus qui s'en vont distribuer. Et donc, ils arrêtent de dire qu'on affame le peuple. On affame le peuple. Personne n'a travaillé. Il n'a pas été payé. Personne n'a exécuté un marché. Ceux qui pensent qu'ils sont affamés, ce sont des paresseux. Des gens qui ne veulent pas travailler. Si quelqu'un travaille aujourd'hui, il a son salaire. Donc, je ne vois pas en quoi le gouvernement affame le peuple. Il a parlé des exilés. Pourquoi les gens ne veulent pas que les gens répondent de leur hâte?
il s'agit de la gestion de la chose publique. On te confie la gestion de la chose publique, tu gères mal, tu en réponds. En fait, c'est chacun l'impression que les gens pensent que quand ils sont de l'opposition, on ne doit pas les poursuivre, les sanctionner quand ils ont mal fait. On est dans quel pays? Parce que tu es de l'opposition, si tu poses des actes qui méritent qu'on te poursuive, l'exécutif doit dire non, parce qu'il est un opposant. Mais non, la justice n'a pas de couleur. Quand tu sors de l'opposition, quand tu sors de la mouvance, tu réponds de ta gestion. Et quand vous regardez un peu ce qui se passe, vous n'avez pas vu beaucoup de proches de l'actuel président, je veux parler de Patrice Talon, en prison. Vous n'en avez pas vu. Moi, j'ai eu des gens très proches, même de mon parti, ou de BR, qui sont encore en prison, parce qu'ils ont mal géré. Des gens très proches de Talon, d'ailleurs. C'est pour montrer au peuple béninois que la justice n'a pas de couleur, comme les gens le disent. Et si le peuple veut, la population veut que la dynamique en cours dans ce pays, s'ils veulent que nous continuions la construction des routes, les marchés, ils ont vu de leurs propres yeux. S'ils veulent que le projet H, que les plus démunis, quand ils vont partir à l'hôpital, eh bien, on puisse les prendre en charge, c'est à eux de décider maintenant. C'est d'aller voter UP le renouveau. Le baobab qui est placé sous je vais dire, sous l'arc-en-ciel. Vous savez, quand il dit baobab sous l'arc-en-ciel, ce n'est que du bonheur. Du bonheur. Voilà. Merci beaucoup, mesdames. Concernant, je rappelle que vous représentez le parti UP Le Renouveau, vous êtes aussi rapporteur du comité communal de campagne du 11e arrondissement, donc Cotonou. Moïse, en face, vous aviez Moïse Monchor, directeur national adjoint de la campagne du Parti des démocrates. Merci pour ce débat assez riche et courtois. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.